Donc voici un exemple de test sur une moyenne, donc un test bilatéral pour commencer. Donc supposons que l'on désire qu'on s'intéresse à la population des étudiants grenoblois, supposée donc de taille très grande, N est très grand, et qu'un journal affirme que le loyer moyen des étudiants grenoblois est égal à 400. Donc on va faire un test, c'est-à-dire essayer de prendre une décision par rapport à cette hypothèse. Est-ce qu'on peut la valider ou au contraire, est-ce qu'on peut la rejeter? La première chose à faire quand on fait un test d'hypothèse, c'est soigneusement écrire les hypothèses du test. Donc l'hypothèse H0, hypothèse nulle pour démarrer, c'est mu égale 400, ça correspond à l'hypothèse du journal. Et donc vous cherchez, si vous mettez en doute l'hypothèse H0, donc aller dans le sens de l'hypothèse alternative H1 mu différent de 400. A priori, s'il y a une différence importante, on ne sait pas dans quel sens elle sera, on n'a pas d'idée a priori, c'est une étude exploratoire, donc on teste égal par rapport à différent, c'est donc un test bilatéral. Donc après avoir posé les hypothèses, il faut faire des calculs. Donc les calculs vont se faire sur un échantillon aléatoire. Donc on va extraire de manière aléatoire un échantillon de la population de référence. Voilà, ça va être fait. Et donc dans cet échantillon, qui est ici de taille 40, on va pouvoir faire des calculs. Et en particulier, calculer donc la moyenne d'échantillons. Et pour ça, on va utiliser la fonction d'Excel qui va bien. Donc c'est la fonction moyenne égale moyenne. Moyenne de toutes ces valeurs. On trouve donc une moyenne d'échantillons qui vaut 442,3. Donc on observe un écart entre la valeur de l'hypothèse 400 et puis la valeur calculée sur l'échantillon. Bon, c'est normal d'avoir un écart, hein, puisque on n'aura jamais la même valeur dans l'échantillon de la population. Il y a les variations d'échantillonnage, même si l'hypothèse est vraie, bien sûr. Et donc cet écart-là, l'idée maintenant, c'est de juger son importance. Hein, l'idée très intuitive, c'est de se dire que c'est possible que le hasard produise un tel écart, c'est-à-dire que l'hypothèse soit vraie et qu'on ait cet écart-là par hasard d'échantillonnage. Maintenant, si c'est un écart qui est très très important, c'est possible, mais c'est quand même peu probable. Donc il va falloir en fait euh, évaluer la probabilité d'avoir un tel écart par hasard. Hein. Alors pour évaluer un écart, l'habitude normale pour évaluer un écart, c'est de comparer l'écart par rapport à l'écart type, hein, de former le ratio écart sur écart type. Toujours comparer l'écart par rapport à l'écart type. C'est le réflexe qu'il va avoir. Et donc, cet écart par rapport à l'écart type, s'il est important, ça veut dire qu'il y a peu de chances pour que le hasard produise un tel écart. Donc l'écart, c'est égal à m moins mu, hein, moins 400, donc ça fait 442,3 moins 400, donc environ 42,3, et on va le comparer par rapport à l'écart type de m. Alors que vaut l'écart type de m? Que vaut l'écart type de m? Sa vraie valeur, c'est sigma sur racine de n, mais comme on n'a pas sigma, on le remplace par S sur racine de n. Donc c'est S sur racine de n qui va aller au dénominateur du ratio. Et donc, comme on a fait l'approximation sigma par S, il faut utiliser une statistique de Student pour faire le calcul. C'est pour ça que ce rapport-là, on l'appelle le T-calc. Donc maintenant, on va calculer le S, on en a besoin. On calcule le S dans l'échantillon. Donc pour ça, on va prendre la fonction d'Excel qui calcule l'écart type d'échantillon qui nous sert à estimer l'écart type population. Donc c'est le S, avec la fonction Excel écart type standard.
de toutes ces valeurs. On trouve donc 119,2. Donc, l'écart type de M va être approximé par 119,2 divisé par racine de 40, puisque n est égal à 40. On va faire le calcul. Avec Excel là aussi. Donc, égal le S divisé par racine de 40. On trouve donc 18,84. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul de T-calc. Donc on a le numérateur, donc 442,3 moins 400. Le dénominateur, on vient de calculer, c'est 18,84, donc l'écart type de M. Donc il n'y a plus qu'à calculer donc, avec la formule d'Excel. Égale donc les 442,3 moins 400 divisé donc par l'écart type de M qui est approximé par 18,84. On trouve donc une valeur de 2,24,5. Donc il ne reste plus qu'à calculer maintenant la p-valeur, c'est-à-dire la probabilité de trouver une valeur aussi extrême que celle-ci pour le rapport entre l'écart et l'écart type, pour le t-calc, lorsque l'hypothèse H0 est vraie, c'est-à-dire que lorsqu'on a bien mu égale 400, est-ce qu'il est possible que le hasard produise un tel ratio écart sur écart type aussi important que 2,24. Donc on va calculer grâce à la fonction de student la p-valeur. Donc on va, sur un petit dessin de student, calculer l'aire située entre entre moins l'infini et moins de 24 et plus de 24 et plus l'infini. Pour ça, il y a une fonction qui va bien. C'est la fonction loi student bilatérale, dans laquelle on rentre en premier argument donc x qui vaut 2,24 et degré de liberté c'est 40 moins 1, 39 degrés de liberté. On trouve donc une p-valeur qui vaut 0,03. Donc une p-valeur qui est effectivement assez faible et qui va nous permettre de prendre une décision pour ce test. La décision que l'on va prendre maintenant, troisième et dernière étape, va se faire en comparant la p-valeur 0,03 par rapport au seuil de signification. Donc le seuil de signification, on ne l'a pas encore donné. On va prendre un seuil classique pour les tests en gestion. On va prendre alpha égale 0,05. Dans la mesure où la p-valeur 0,03 est inférieure au seuil 0,05, on peut donc rejeter H0. L'écart observé entre la moyenne d'échantillon 442 et le mu égale 400 de l'hypothèse, cet écart est significatif. Significatif, ça veut dire qu'il nous permet de rejeter l'hypothèse H0. Il est suffisamment grand pour qu'on refuse l'hypothèse qui est due au hasard avec un risque d'erreur suffisamment faible.